Et donc pour conclure, hein, ici, je reprends le schéma qu'on vous explique ici. Le fait qu'il faille, dans un premier temps, qu'il y ait un influx nerveux qui arrive ici, l'entrée du calcium, ici au niveau des canaux à calcium, la fusion ici de nos différents vésicules contenant les neurotransmetteurs, la libération des neurotransmetteurs dans la fente synaptique. Ces neurotransmetteurs, ici en l'occurrence l'acétylcholine, qui va aller ouvrir certains canaux ici et donc dépolariser la membrane, comme on l'a vu dans le système nerveux, avoir une propagation de la dépolarisation dans les tubules T, qui vont ici induire cette dépolarisation, l'ouverture de certains d'autres canaux ici et donc la libération du calcium. Donc c'est de nouveau des canaux potentiels dépendants. Et donc on a une sortie massive de calcium dans la cellule et ce calcium va venir s'accrocher à la troponine qui permet du coup donc le dégagement de la troponine qui en fait la troponine c'est le capuchon protecteur de l'actine, ce qui fait que l'actine est de nouveau libre et la myosine peut aller s'accrocher à l'actine. La contraction, elle est liée tout simplement à l'accroche de la myosine à l'actine et au système de rameur, comme je vous ai expliqué, de la myosine qui fait avancer les fibres d'actine sur la myosine. Et donc ça tire les fibres d'actine vers le centre qui crée cette contraction. Hein. Et donc le rapprochement ici des deux lignes, ici qu'on a vu les lignes Z1, qui sont les lignes d'accroche de l'actine. Et donc quand on a vu au tout début de la vidéo précédente ce schéma-ci, hein, ici cette fois-ci c'est corrigé, donc c'est bien l'excitabilité de la fibre musculaire, hein, ici qu'on regarde, eh bien on a vu qu'il y avait premièrement une dépolarisation de la membrane et contraction qui était plus tard. Et on se demandait qu'est-ce qui se passait entre les deux. Okay. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Eh ben, c'est tout ce mécanisme que je viens de vous expliquer. C'est ça qui fait qu'il y a un temps de latence entre le signal et la contraction. C'est qu'il faut que tout ça se passe. Il faut qu'il y ait une dépolarisation de la membrane, que ça rentre au niveau des tubules, que le calcium soit libéré, que le calcium puisse s'accrocher à la troponine et du coup que myosine et actine puissent s'accrocher les uns aux autres et que ce système de rameur puisse fonctionner, ce système-ci, hein, donc où on a une accroche, on tire, on relâche, on s'accroche, on tire, on relâche. Et donc, cette contraction, elle met du temps entre le signal du neurone envoyé à la membrane du muscle et la contraction, il y a un temps de latence. Et donc, c'est ça qu'on peut observer ici. Ce temps-là, c'est le temps entre le signal et la contraction. Okay, c'est cette partie-ci qui est le temps de latence. Donc ça, vous devez comprendre cette histoire de temps de latence, vous devez être capable de l'expliquer en vos propres mots. Et par contre, la particularité de l'excitabilité de la fibre musculaire, autant on avait vu qu'il y avait une période réfractaire dans les neurones, c'est-à-dire que il y avait un pic, ça redescendait plus bas, et ça permettait que ça aille toujours dans le même sens, hein, ça n'allait pas dans l'autre sens. Donc normalement, ici, la fibre musculaire, on voit qu'elle est à moins 90 au repos. On a vu que pour la fibre nerveuse, on est à moins 70. Et justement, qu'on passait à moins 90 pour éviter que ça reparte dans l'autre sens. Hein. Après être passé, on descend plus bas et donc ça permet de se propager toujours dans le même sens. Ici, okay, il n'y a pas cette période réfractaire, on est tout le temps à moins 90 et on redescend à moins 90. Mais qu'est-ce que ça va induire? Ça va induire le fait que si on a plusieurs signaux, eh bien, on va avoir la tétanie. Donc, on pourrait avoir une contraction musculaire qui soit constante. Hein? Ça, c'est une contraction ici il y a une contraction et puis un relâchement. Et on voit ici qu'on est dans une secousse isométrique. Hein? Donc, c'est-à-dire que c'est bien une contraction, les bras allongés. Hein. Ça, c'est isométrique, je vous ai dit, c'est quand effectivement on porte un sac. Hein. Donc, c'est pas qu'on soulève le sac, c'est on garde le bras tendu. Hein. Isométrique, la longueur du muscle ne change pas. Mais donc, on va avoir ici une contraction, genre par exemple un effet de surprise. Vous vous contractez et puis vous vous relâchez. Par contre, on peut avoir une contraction qui est constante. Donc la particularité ici de la contraction musculaire et donc de l'excitabilité musculaire, c'est justement le fait qu'on peut avoir une excitabilité constante. Hein, et c'est ça qui va créer ici la tétanie. Hein, le fait qu'au lieu d'avoir une décontraction après la contraction, on aurait ici
quelque chose de linéaire. Ça va? Donc ça, c'est quelque chose d'important à bien comprendre. Et donc, on va avoir une contraction et puis un relâchement ou bien une contraction constante. Et c'est justement la tétanie. Et on vous parlait de la contraction constante ici en disant la rigidité cadavérique, c'est effectivement quand il y a une contracture et qu'il n'y a plus d'ATP et donc il n'y a plus de relâchement possible. On a dit pour la contracture, il faut deux choses. Il va falloir de l'ATP et du calcium pour libérer l'actine. Donc ça, c'est important. Et dans vos feuilles, tout ça est expliqué à partir de la page 99. Et donc, vous pouvez lire à partir de la page 99 toutes les explications. OK? Donc, voilà, vous avez à la page 101, justement, la contraction du muscle et l'explication que je viens de vous faire, et le tétanos parfait, justement, à partir de la page 102. Alors ici, vous n'avez pas les graphiques, donc je ne vous le demanderai pas d'être capable de faire les graphiques, vous devez juste comprendre qu'il y a une possibilité d'avoir une contraction complète. Ensuite, à la page 104 de votre syllabus, okay, on vous parle des phases aérobiques et anaérobiques. Alors, aérobique et anaérobique, qu'est-ce que ça voulait dire? C'était bien une histoire d'oxygène et sans oxygène. On voit ici que la contraction musculaire, en plus du calcium, donc elle a besoin d'un influx nerveux, elle a aussi besoin d'ATP. Et on a vu que l'ATP, elle était construite grâce à la respiration cellulaire. C'est la dégradation du sucre par la respiration qui permet la fabrication d'ATP. Ça, on l'a vu en bio. Et donc, effectivement, il va falloir de l'oxygène pour avoir suffisamment d'ATP et donc de permettre cette réaction. Et on a vu que lorsqu'on n'avait pas d'oxygène, qu'est-ce qui se passait? Eh ben, on faisait de la fermentation. Au lieu de faire de la respiration, on faisait de la fermentation. Et en l'occurrence, de la fermentation lactique. C'est ce qui vous est expliqué ici à la page 104. OK ? Quand l'exercice musculaire est très prononcé ou quand les conditions d'oxygénation sont déficientes, l'acide pyruvique est transformé en acide lactique. Celui-ci n'étant pas oxydé, passe dans la circulation et est éliminé dans l'urine. Et donc ici, on vous donne dans la phase aérobie, là, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une respiration et elle fournit beaucoup plus d'énergie quand le muscle est bien ravitaillé par le sang en oxygène. La glycolyse s'arrête à l'acide pyruvique. Une petite partie de cet acide pyruvique peut être transformée en glycogène. Mais la plus grande partie de l'acide pyruvique est oxydée dans le cycle de Krebs avec la production d'H2O et de CO2. Et donc, effectivement, il va y avoir ici, du coup, une formation plus importante d'ATP. Okay. Cet ATP dans le muscle, il va permettre ces mouvements. Et on a vu que quand il n'y a pas assez d'oxygène, on ne fabrique plus d'ATP, mais on va se retrouver avec de l'acide lactique dans ce muscle et qui va créer des douleurs. L'acide lactique, il va plutôt créer des douleurs et il n'est pas utile puisque l'acide lactique, vous voyez bien qu'il n'a pas d'utilité dans la contraction musculaire. Okay. Donc, c'est ici une grosse consommation d'oxygène pour fabriquer cet ATP. Donc, au niveau des mitochondries, raison pour laquelle elles sont systématiquement dessinées ici. Vous voyez, ça, c'est des mitochondries. Donc, on voit qu'il y a énormément de mitochondries ici, puisqu'il va falloir dégrader du sucre pour fabriquer de l'ATP, pour permettre cette contraction musculaire. Ok, donc ça, c'est important. Alors, ici, ce que je voulais vous montrer encore, c'était que vous avez des vidéos explicatives que je vous conseille d'aller voir. Vous avez reçu le PowerPoint, donc vous pouvez cliquer dessus dans le PowerPoint, qui explique à nouveau la contraction musculaire. Et ensuite, ici, vous avez encore 2 vidéos de synthèse pour le système musculaire. OK. Donc maintenant, on a fini le syllabus 1. OK. Et donc, vous devez lire jusqu'à la page 107, avec l'explication de ce que je vous ai expliqué, les tubules T, donc le mécanisme de contraction qui est bien expliqué. Et la théorie du glissement à la page 106. Donc 106 et 107, vous avez ce que je vous ai expliqué. Okay, donc vous pouvez lire ces pages-là et regarder toutes les vidéos qui sont ici au niveau de la synthèse et ici au niveau de la contraction musculaire. Si vous avez fait tout ça, normalement, vous avez toutes les informations nécessaires. Je vous ai dit, on ne va pas aller dans les détails. Vous devez comprendre que, tout simplement, il n'y a pas de période réfractaire. Et donc, ça veut dire qu'on peut avoir une contraction continue au niveau des muscles. Ce n'est pas comme le système nerveux où on a vu que c'était des influx qui arrivaient les uns à la suite des autres, ou plusieurs en même temps, on avait dit, les sommations temporelles au niveau, donc on avait des influx qui arrivaient les uns après les autres de manière
pratiquement continu, ou bien on avait plusieurs influx qui venaient de plusieurs neurones et qui aboutissaient au même neurone. Ici, dans le muscle, on peut avoir un influx nerveux qui amène au niveau de manière temporelle à nouveau, donc de manière consécutive, mais qui vont induire une contraction continue, la tétanie, ok? Donc ça veut dire qu'il n'y a pas chaque fois une période où c'est contracté, ça se décontracte, c'est contracté, ça se décontracte, c'est contracté, ça se décontracte. Non, s'il reçoit un influx nerveux relativement fréquent, ça va donner une contraction continue. Donc ça, c'est important. Donc on a vu que le système nerveux, c'est des influx nerveux qui se suivent, qui peuvent être très rapprochés dans le temps, mais qui se suivent, alors que la contraction musculaire, c'est une contraction qui est continue. Elle reçoit un influx successif, mais la conséquence, c'est une contraction continue. Donc ça, c'est important. Vous devez être capable de comprendre le vocabulaire par rapport aux muscles, c'est-à-dire les myofibrilles, donc tout ce vocabulaire ici qu'on a vu tout au début de la structure, ici avec les myofibrilles, les sarcomères, l'actine, la myosine et la troponine, et vous devez être capable d'expliquer ici ce mécanisme-ci, ainsi que ce mécanisme-ci, la libération du calcium, et donc l'impact de la libération du calcium ici. Ok ? Donc, on verra ensuite qu'effectivement, il y a du calcium intracellulaire et que dans certains muscles, il y a aussi du calcium extracellulaire, donc qui vient de l'extérieur et qui renforce ici l'action de ce calcium sur la troponine pour une meilleure contraction, en l'occurrence. C'est le cas pour le cœur. Donc ça, voilà, on n'ira pas dans tous ces détails-là. Normalement, les années précédentes, je donne plus d'explications. Ici, on va rester sur les éléments plutôt de base. Donc ce schéma-là, vous devez être capable de le réexpliquer, ainsi que celui-ci. Ok, et pour plus d'explications, vous avez ces vidéos aussi. Donc c'est tout ce qu'on verra pour le système musculaire. On est resté dans tout ce qui est général et vous avez les explications dans votre syllabus aux pages que je vous ai mentionnées. Voilà, bonne étude. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me les envoyez.